Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka et ce cours numéro 7 dans lequel on va voir les étapes d'implantation du Jidoka dans une organisation. Donc plus spécifiquement, dans ce cours, nous allons regarder quelles sont les 6 étapes d'implantation du Jidoka qui vont vous permettre de mettre en place on va parler des 3 séquences qui entourent la mise en place de l'autonomation. Donc un peu, on va voir comment les grands principes, les grandes étapes au travers desquelles vous allez devoir passer de manière à ce que ces 3 séquences puissent être mises en œuvre dans votre entreprise, service ou organisation. Donc un bref rappel quand même sur le Jidoka qui consiste, on l'a dit, l'autonomation qui consiste à séparer l'homme de la machine, à ne plus, ou en tout cas le moins possible, asservir l'homme à sa machine et le détacher de celle-ci et de manière à le rendre plus autonome. Donc l'autonomie, donc autonomation, ce qui est une composition entre la capacité à rendre les personnes autonomes par rapport à leur machine et aussi l'automatisation, donc garder cet état d'esprit d'automatisation des processus de manière à les rendre efficaces. Donc le juste compromis entre l'autonomie, l'automatisation, donc qu'on appelle l'autonomation, qui est donc fondamentalement de détacher l'homme de la machine et donc bien évidemment être en mesure de mettre en place les principes du Jidoka, donc les 3 séquences qui consistent tout d'abord à détecter les erreurs et arrêter le processus. Ensuite, d'être en mesure d'alerter notre ligne hiérarchique si on n'a pas été en mesure de résoudre le problème. Et finalement, de résoudre, donc la 3e séquence, de résoudre le problème en tant que tel. Donc ces 6 étapes vont nous permettre évidemment de structurer cette implantation de l'autonomation du Jidoka dont on vient de rappeler les grands principes. Alors ces 6 étapes d'implantation du Jidoka sont les suivantes. La première étape, ça va être, donc je rappelle que le Jidoka vise essentiellement la partie qualité des processus de fabrication, des processus des services, de fabrication des services que l'on rend à nos clients. Donc la première étape, ça va être d'analyser les problèmes des équipements, des machines qui nous aident à rendre le service ou à fabriquer le produit pour lequel le client nous paye. Et donc, pour cela, on va se plonger un petit peu dans ce qu'on appelle les analyses de TRS, les TRS, taux de rendement synthétique, ou ce qu'on appelle aussi la disponibilité des équipements et des machines pour la production. Donc, de voir un petit peu quels sont les taux de disponibilité et quand la machine n'est pas disponible, regarder un petit peu pourquoi elle n'est pas disponible et un petit peu investiguer ces causes pour lesquelles les équipements ne sont pas disponibles. On va bien évidemment vérifier les différents outils, les différents convoyeurs associés et finalement les chargements, déchargements de matières premières, parler un petit peu avec les fournisseurs, avoir des analyses sur les différents problèmes de qualité. Donc cette première étape, vraiment une analyse de données que l'on doit recroiser avec, que je rappelle le principe du Lean, Genshi Genbutsu, que l'on doit recroiser avec des observations de terrain. On a des Pareto dans les mains, c'est bien, ça nous aide à dégrossir les grandes erreurs, mais il faut aller les confronter avec la réalité terrain, avec des interviews avec les opérateurs qui affrontent entre guillemets ces problèmes au quotidien et donc ne pas hésiter à croiser ces différentes données. Donc ça c'est notre première étape donc d'analyse des données associées aux équipements évidemment. La deuxième étape dans laquelle on va se plonger, ça va être évidemment de développer les idées d'amélioration, donc générer les idées, donc que ce soit par cellule de travail, par fournisseur, donc avoir un petit peu un panel d'idées qui peuvent ressortir aussi des concurrents, donc pas hésiter à, s'il y a des visites de benchmark qui peuvent se faire dans d'autres usines, aller voir un petit peu comment ça se fait ailleurs, discuter avec vos fournisseurs sur ce qui se fait de bien ailleurs, sur les différentes bonnes idées associées aux problèmes que vous avez analysés dans la première étape. Et évidemment d'évaluer ces idées. Alors le but c'est de chercher, on le rappelle dans les principes du Lean, c'est de chercher des solutions qui sont simples, qui sont pragmatiques et qui sont le moins coûteuses possible pour l'organisation. Donc la troisième étape, ça va être de planifier l'implantation de ces idées-là. Donc
évidemment utiliser autant que possible des choses qui existent déjà, ne pas réinventer la roue, mettre à niveau des équipements, investiguer aussi le besoin d'autres équipements, d'équipements différents, d'équipements plus flexibles par exemple, et aussi bien planifier la mise en place des outils pour mettre en place les principes du Jidoka, donc le handon, le management visuel, le suivi en continu, le système d'information en temps réel. Donc bien planifier la mise en place de ces éléments-là pour que dans notre processus amélioré, on puisse en tenir compte et puisse bénéficier des avantages qui vont procurer dans cette démarche de Jidoka. La quatrième étape, ça va être finalement de concevoir et de tester ces différentes idées. Donc on va établir nos spécifications, on va impliquer, on va un petit peu sortir de, si on est en production, sortir de notre cadre de production, aller impliquer les achats, la maintenance, de manière à avoir un processus accepté par les différents intervenants qui vont devoir intervenir dans la mise en place de ce processus. Et évidemment, planifier les ressources autant humaines pour opérer ces processus-là, mais aussi matérielles pour être en mesure de les opérer de manière adéquate. Cinquième étape, c'est l'implantation en tant que telle, l'implantation des différentes idées dans le cadre de la mise en place du Jidoka que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, mettre en place les équipements que l'on a jugé bon d'utiliser, valider donc les différentes données techniques et impliquer et surtout former les opérateurs au nouveau processus. Donc c'est important. Donc il y a des nouveaux standards qui vont émerger de cette nouvelle façon d'opérer et donc bien former les opérateurs, notamment lorsque ce n'est pas courant d'alerter lorsqu'on a un problème et de rentrer vraiment dans cette démarche de banalisation, en tout cas pas de banalisation, mais en tout cas le fait qu'on arrête la production, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui rend service à l'organisation et que les opérateurs n'aient pas d'hésitation quant au fait d'arrêter la production. Ce n'est pas eux que l'on pointe du doigt, c'est le processus sur lequel ils sont en train de travailler qu'il faut améliorer et non pas leur capacité d'exécuter le processus ou, si c'est le cas, avoir recours à de la formation. Donc bien utiliser lors de cette formation les bons mots pour expliquer le but de l'arrêt de production. Pourquoi est-ce que l'on veut arrêter la production pour résoudre le problème avant de relancer cette production. La dernière étape, évidemment, stabilisation. Stabilisation, ça va consister évidemment à mesurer les résultats, les comparer aux objectifs et surtout de responsabiliser les différentes personnes qui ont été impliquées dans l'implantation de ce processus, de cette mise en place du Jidoka, et donc avoir fixé des objectifs, les responsabiliser par rapport à l'atteinte de ces objectifs en termes d'amélioration. Donc 3 points importants quand même dans ces 6 étapes, même si on va assez rapidement sur leur explication, c'est parce qu'on les retrouve un petit peu dans l'implantation des différents outils sont toujours un petit peu basés sur cette démarche-là en PDCA. Mais 3 points importants plus spécifiques. Le premier point, c'est d'avoir ce qu'on appelle une VSM macro ou un FIPEC du processus sur lequel on est en train de travailler, de manière à avoir une vue d'ensemble du processus et ne pas faire des choses incohérentes par rapport à des processus qui entourent le processus sur lequel on est en train de travailler. Deuxième chose, c'est encore une fois de bien prendre le temps de valider les données par des observations de terrain, par des entretiens avec les opérateurs, des discussions avec les opérateurs sur le bien fondé, la véracité des différents parétos, de ce que nous ressortent les différents parétos. Et finalement, c'est d'implanter étape par étape et de bien communiquer sur les résultats que l'on obtient dans l'implantation et donc lorsqu'on a des bons résultats, bien les mettre en valeur pour signifier l'importance, l'utilité de cette démarche, de cette nouvelle façon de produire en Jidoka, donc cette notion de détection, d'arrêter la production pour alerter la hiérarchie et pour qu'il nous aide à résoudre des problèmes. C'est une nouvelle façon, pour certaines entreprises en tout cas, une nouvelle façon d'aborder la production, quelque chose à laquelle certains opérateurs ne sont pas confrontés, surtout quand les opérateurs sont depuis des années tranquillement sur le terrain à exécuter leur fabrication sans égard au processus global et n'ont pas nécessairement beaucoup d'interaction avec leur ligne hiérarchique. Eh bien, le Jidoka va
obliger la ligne hiérarchique à s'investir dans le quotidien de ces opérateurs-là, dans ce qu'ils font tous les jours, et donc changer de manière fondamentale les cultures. Donc ça va se faire petit à petit, mais c'est vraiment la volonté de rentrer dans cette dynamique-là de résolution de problèmes autour du Jidoka. Donc voilà, ça conclut la partie un peu plus théorique sur la mise en place du Jidoka et les grands principes du Jidoka et de l'autonomation. Dans le prochain cours, dans le cours numéro 8, on va regarder un petit peu une étude de cas sur, encore une fois, avec un exemple concret et voir un petit peu comment est-ce qu'on est capable d'impliquer ces principes de Jidoka sur une situation réelle.